objection tirée des tableaux est faite pour montrer que l'art de l'imitation intéresse plus que le sujet même de l'imitation. On pourrait objecter que des tableaux où nous ne voyons que l'imitation des différents objets, qui ne nous auraient point attachés, si nous les avions vus dans la nature, ne laissent pas de se faire regarder longtemps. Nous donnons plus attention à des fruits et à des animaux, représentés dans un tableau, que nous n'en donnerions à ces objets mêmes. La copie nous attache plus que l'original. Je réponds que lorsque nous regardons avec application les tableaux de ce genre, notre attention principale ne tombe pas sur l'objet imité, mais bien sur l'art de l'imitateur. C'est moins l'objet qui fixe nos regards que l'adresse de l'artisan. Nous ne donnons pas plus attention à l'objet, même imité dans le tableau, que nous lui en donnons dans la nature. Ces tableaux ne sont point regardés aussi longtemps que ceux où le mérite du sujet est joint avec le mérite de l'exécution. On ne regarde pas aussi longtemps un panier de fleurs, de Baptiste, ni une fête de village de Teniers, qu'on regarde un des 7 sacrements de Poussin, ou une autre composition historique exécutée avec autant d'habileté que Baptiste et Teniers en font voir dans leurs exécutions. Un tableau d'histoire aussi bien peint qu'un corps de garde de Teniers nous attacherait bien plus que ce corps de garde. Il faut toujours supposer, comme la raison le demande, que l'art est réussi également, car il ne suffit pas que les tableaux soient de la même main. Par exemple, on voit avec plus de plaisir une fête de village de Teniers qu'un de ces tableaux d'histoire, mais cela ne prouve rien. Tout le monde sait que Teniers réussissait aussi mal dans les compositions sérieuses qu'il réussissait bien dans les compositions grotesques. Or, en distinguant l'attention qu'on donne à l'art avec celle qu'on donne à l'objet imité, on trouvera toujours que j'ai raison d'avancer que l'imitation ne fait jamais sur nous plus d'impression que l'objet imité en pourrait faire. Cela est vrai même en parlant des tableaux, qui sont précieux par le mérite seul de l'exécution. L'art de la peinture est si difficile, il nous attaque par un sens dont l'empire sur notre âme est si grand qu'un tableau peut plaire par les seuls charmes de l'exécution, indépendamment de l'objet qu'il représente, mais je l'ai déjà dit, notre attention et notre estime sont alors uniquement pour l'art de l'imitateur, qui sait nous plaire, même sans nous toucher. Nous admirons le pinceau qui a su contrefaire si bien la nature. Nous examinons comment l'artisan a fait pour tromper nos yeux, au point de leur faire prendre des couleurs couchées sur une superficie pour de véritables fruits. Un peintre peut donc passer pour un grand artisan en qualité de dessinateur élégant ou de coloriste rival de la nature, quand même il ne saurait pas faire usage de ses talents pour représenter des objets touchants et pour mettre dans ses tableaux l'âme et la vraisemblance qui se font sentir dans ceux de Raphaël et de Poussin. Les tableaux de l'école lombarde sont admirés bien que les peintres s'y voient bornés souvent à flatter les yeux par la richesse et par la vérité de leurs couleurs, sans penser peut-être que leur art fût capable de nous attendrir. Mais leurs partisans les plus zélés tombent d'accord qu'il manque une grande beauté aux tableaux de cette école et que ceux du Titien, par exemple, seraient encore bien plus précieux s'il avait traité toujours des sujets touchants et s'il eût joint plus souvent les talents de son école aux talents de l'école romaine. Le tableau de ce grand peintre qui représente Saint-Pierre martyr, religieux dominicain massacré par les Vaudois, n'est peut-être pas tout admirable. S'il est par cet endroit même son tableau le plus précieux, par la richesse des couleurs locales. Cependant, de l'aveu du cavalier Ridolfi, l'historien des peintres de l'école de Venise, c'est celui qui est le plus connu et le plus vanté. Mais l'action de ce tableau est intéressante et le Titien l'a traité avec plus de vraisemblance et avec une expression des passions plus étudiée que celle de ses autres ouvrages. Que les beautés de l'exécution ne rendent pas seul un poème, un bon ouvrage, comme elles rendent un tableau un ouvrage précieux. Il n'est pas de poètes qui n'ont d'autre mérite que celui d'exceller dans la versification et qui ne savent pas dépeindre d'objets capables de nous toucher, mais qui, pour me servir de l'expression d'Horace, ne mettent sur le papier que des niaiseries harmonieuses, comme des peintres dont je viens de parler. Le public ne fait jamais beaucoup de cas des ouvrages d'un poète qui n'a pour talent que celui de réussir dans la mécanique de son art. On aurait tort cependant d'accuser le public de rigueur envers les poètes et d'indulgence envers les peintres. Il est tout autrement difficile d'être bon coloriste et dessinateur élégant que grand arrangeur de mots et rimeur exact. D'ailleurs, il n'est point d'imitation de la nature dans les compositions du simple versificateur, ou du moins, comme je l'exposerai plus au long, dans la suite de cet ouvrage, il est bien difficile
que des vers français imitent assez bien dans la prononciation le bruit que le sens de ces vers décrit, pour donner beaucoup de réputation aux poètes qui ne sauraient pas faire autre chose. La rime n'est l'imitation d'aucune beauté qui soit dans la nature, mais comme je viens de le dire, il est une imitation précieuse des beautés de la nature dans les tableaux du peintre, qui ne sait que bien colorer. Nous y retrouvons la chair des hommes et nous reconnaissons dans ces paysages les différents effets de la lumière et la couleur naturelle de tous les objets. Dès que le mérite principal des poèmes et des tableaux consiste à représenter des objets capables de nous attacher et de nous toucher si nous les voyons véritablement, il est facile de concevoir combien le choix du sujet est important pour les peintres et pour les poètes. Ils ne peuvent le choisir trop intéressant. À celui qui aura choisi un sujet puissant ne manqueront ni l'aisance verbale, ni la clarté du plan. Qu'un ouvrage nous intéresse en deux manières, comme étant un homme en général et comme étant un certain homme en particulier. Un sujet peut être intéressant en deux manières. En premier lieu, il est intéressant de lui-même, et parce que ses circonstances sont telles qu'elles doivent toucher les hommes en général. En second lieu, il est intéressant par rapport à certaines personnes seulement, c'est-à-dire que tel sujet qui n'est capable que de s'attirer une attention médiocre de la part du commun des hommes, s'attire cependant une attention très sérieuse de la part de certaines personnes. Par exemple, un portrait est un tableau assez indifférent pour ceux qui ne connaissent pas la personne qui le représente, mais ce portrait est un tableau précieux pour ceux qui aiment la personne dont il est le portrait. Des vers remplis de sentiments pareils aux nôtres qui dépeignent une situation dans laquelle nous sommes, ou même une situation dans laquelle nous aurions été autrefois, ont pour nous un attrait particulier. Le sujet qui renferme les principaux événements de l'histoire d'un certain peuple est plus intéressant pour ce peuple-là que pour une autre nation. Le sujet de l'Énéide était plus intéressant pour les Romains qui ne l'est pour nous. Le sujet du poème de La Pucelle d'Orléans est plus intéressant pour nous que pour les Italiens. Je ne parlerai pas plus au long de cet intérêt du rapport est particulier à certains hommes comme à certains temps, d'autant qu'il est facile aux peintres et aux poètes de connaître si les sujets qu'ils entreprennent de traiter intéressent beaucoup les personnes devant lesquelles ils doivent produire leurs ouvrages. Je me contenterai donc de faire deux réflexions à ce sujet. La première est qu'il est bien difficile qu'un poème de quelque étendue, et qui ne doit pas être soutenu par le pathétique de la déclamation, ni par l'appareil du théâtre, réussisse s'il n'est pas composé sur un sujet qui réunisse les deux intérêts. Je veux dire sur un sujet capable de toucher tous les hommes et qui plaise encore particulièrement aux compatriotes de l'auteur, parce qu'il parle des choses auxquelles il s'intéresse le plus. On ne lit pas un poème pour s'instruire, mais pour son plaisir. Et on le quitte quand il n'a point un attrait capable de nous attacher. Or, il est presque impossible que le génie du poète soit assez fertile en beauté, et que le poète puisse les diversifier encore avec assez de variété pour nous tenir attentifs, pour ainsi dire, à force d'esprit, durant la lecture d'un poème épique. C'est trop osé que d'entreprendre à la fois d'exciter et de satisfaire notre curiosité. C'est trop hasardé que de vouloir nous faire aimer des personnages qui nous sont pleinement indifférents, avec assez d'affection pour être émus de tous, de leur succès et de toutes leurs traverses. Il est bon que le poète se prévale de toutes les inclinations et de toutes les passions qui sont déjà en nous, principalement de celles qui nous sont propres comme citoyens d'un certain pays ou par quelque autre endroit. Le poète qui introduirait Henri IV dans un poème épique nous trouverait déjà affectionnés à son héros et à son sujet. Son art s'épuiserait peut-être en vain avant qu'il nous eût intéressés pour un héros ancien ou pour un prince étranger, autant que nous le sommes déjà pour le meilleur de nos rois. L'intérêt de rapport ou l'intérêt qui nous est particulier excite autant notre curiosité et il nous dispose du moins autant que l'intérêt général à nous attendrir comme à nous attacher. L'imitation des choses auxquelles nous nous intéressons, comme citoyens d'un certain pays ou comme spectateurs d'un certain parti, a des droits tout-puissants sur nous. Combien de livres de partis doivent leur première vogue à l'intérêt particulier que prennent à ces livres les personnes attachées à la cause pour laquelle ils parlent? Il est vrai que le public oublie bientôt les livres, qui n'ont d'autre mérite que celui de prendre l'essor en certaines conjonctures. Il faut que le livre soit bon dans le fond pour se soutenir, mais s'il est tel, s'il mérite de plaire à tous les hommes, l'intérêt particulier le fait connaître beaucoup plus tôt. Un bon livre fait à la faveur de cet intérêt une fortune est plus prompte et
il est des intérêts de rapport qui subsistent longtemps et qui peuvent concilier un ouvrage durant plusieurs siècles l'attention particulière d'un grand nombre de personnes. Tel est l'intérêt que prend une nation au poème qui décrit les principaux événements de son histoire et qui parle des villes, des fleuves et des édifices sans cesse présents à ses yeux. Cet intérêt particulier aurait fait réussir la pucelle de Chapelain si le poème n'eût été que médiocre. Il est vrai que toutes les nations de l'Europe lisent encore l'Énéide de Virgile avec un plaisir infini, quoique les objets que ce poème décrit ne soient plus sous leurs yeux, et quoiqu'elles ne prennent pas le même intérêt à la fondation de l'Empire romain que les contemporains de Virgile, dont les plus considérables se disaient encore descendus des héros qu'il chante. Les fêtes, les combats et les lieux dont il parle ne sont connus à plusieurs de ses lecteurs que parce que lui-même raconte, mais l'Énéide, l'ouvrage du poète le plus accompli qu'il ait jamais écrit, a pour ainsi dire des moyens de reste de faire fortune, quoique ce poème ne nous touche plus que parce que nous sommes des hommes, il nous touche encore assez pour nous attacher, mais un poète ne saurait promettre à ses ouvrages une fortune pareille à celle de l'Énéide, qui est celle de toucher sans cet intérêt qui a un rapport particulier au lecteur, à moins d'une grande présomption, principalement s'il compose en français. C'est ce que je tâcherai d'expliquer plus au long dans la suite de cet écrit. La seconde réflexion sera sur l'injustice des jugements téméraires qu'on porte quelquefois en taxant de mensonges ce que disent les anciens concernant le succès prodigieux de certains ouvrages, et cela parce qu'on ne fait pas attention à l'intérêt particulier que prenaient à ces ouvrages ceux qui les ont tant applaudis. Par exemple, ceux qui s'étonnent que César ait été déconcerté en écoutant l'oraison de Cicéron pour Ligarius et que le dictateur se soit oublié lui-même jusqu'à laisser tomber par un mouvement involontaire des papiers qu'il tenait entre ses mains. Ceux qui disent qu'après avoir lu cette oraison, il cherche encore l'endroit qui fut capable de frapper aussi vivement un homme tel que César, parlent en grammairien, qui n'ont jamais étudié que la langue des hommes et qui n'ont point acquis la connaissance des mouvements du cœur humain. Qu'on se mette à la place de César, et l'on trouvera sans peine cet endroit. On concevra bientôt comment le vainqueur de Pharsale, qui sur le champ de bataille même avait embrassé son ennemi vaincu comme son concitoyen, a pu se laisser toucher par la peinture de cet événement que fait Cicéron, au point d'oublier qu'il fut assis sur un tribunal. Revenons à l'intérêt général et au sujet où il se trouve et qui par là sont propres à toucher tout le monde. Les peintres et les poètes, je l'ai déjà dit, n'en doivent traiter que de tels. Il est vrai que ces artisans savent enrichir leur sujet, ils peuvent rendre les sujets qui sont naturellement dénués d'intérêt, des sujets intéressants, mais il arrive plusieurs inconvénients à traiter de ces sujets qui tirent tout leur pathétique de l'invention de l'artisan. Un peintre, et principalement un poète qui traite un sujet sans intérêt, n'en peut vaincre la stérilité. Il ne peut jeter du pathétique dans l'action indifférente qu'il imite dans deux manières. Ou bien il embellit cette action par des épisodes, ou bien il change les principales circonstances de cette action. Si le parti que le poète choisit est celui d'embellir son action par des épisodes, l'intérêt qu'on prend à ces épisodes ne sert qu'à faire mieux sentir la froideur de l'action principale, et on lui reproche d'avoir mal rempli son titre. Si le poète change les principales circonstances de l'action, que nous devons supposer être un événement généralement connu, son poème cesse d'être vraisemblable. Un fait ne saurait nous paraître vraisemblable car nous sommes informés du contraire par des témoins dignes de foi. C'est ce que nous exposerons plus au long, car nous ferons voir que toute sorte de fiction n'est pas permise en poésie, non plus qu'en peinture. Que les peintres et les poètes examinent donc sérieusement si l'action qu'ils veulent traiter nous toucherait sensiblement, supposer que nous la vissions et qu'ils soient persuadés que son imitation nous affectera encore moins. Qu'ils ne s'en rapportent pas même uniquement à leur propre discernement, en une décision tellement importante au succès de leurs ouvrages. Avant que de s'affectionner à leur sujet, avant pour ainsi dire que d'épouser leur personnage, qu'ils consultent leurs amis, c'est le temps où ils en peuvent recevoir les avis les plus utiles. L'imprudence est grande d'attendre à demander avis sur un bâtiment qui soit déjà sorti de terre, et qu'on ne puisse plus rien changer dans l'essentiel de son plan sans renverser la moitié d'un édifice déjà construit.